Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Et bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est ancien Premier ministre, sénateur Les Républicains de la Vienne, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est hospitalisé depuis une semaine à Paris. Vous avez sans doute des nouvelles ? Je ne peux pas en communiquer particulièrement. Je suis comme tout le monde inquiet, mais je connais sa vitalité, sa force et j'espère en elle. Aujourd'hui, le président de la République sera à Calais pour présenter notamment le plan de démantèlement de ce que l'on appelle la jungle. Ce plan prévoit de permettre aux gens qui se trouvent aujourd'hui à Calais, aux réfugiés qui s'y trouvent, d'être accueillis dans les régions françaises. Est-ce que vous soutenez ce plan, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense qu'il faut un plan. Très franchement, d'abord, je vais vous dire, je suis mal à l'aise et un peu dans une ambiance un peu nauséeuse de voir en permanence des sujets très graves complètement être l'objet de campagne électorale. Le président est en campagne électorale tous les jours. Hier, c'est lui qui est en campagne électorale. Hier, c'était les Harkis. Mais non, les autres aussi. On aurait pu dire ça d'autres visiteurs de Calais. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, ce sont des sujets très graves. Hier, les Harkis, un sujet très grave. Aujourd'hui, Calais, sujet très grave. Et au fond, on voit que la campagne électorale préempte tout, mobilise tout, et on a l'impression que c'est les élections qui nous gouvernent. Alors, du coup, faudrait mieux pas y aller. Je pense que par exemple sur des sujets comme ça, le Parlement devrait faire son travail. Il devrait y avoir des discussions entre les différentes forces politiques. Il devrait y avoir un accord politique national. Je pense qu'on devrait discuter de ces choses-là. Tout ça a l'air d'être fait avec des objectifs de communication. On prend un peu les gens par surprise. C'est un sujet grave. Il y a naturellement la négociation avec l'Angleterre. Il y a la question de Calais même. Il y a la question de la répartition sur le territoire. Il y a des sujets, je trouve, qui sont d'importance qu'on pourrait traiter dans une démocratie, dans une république de maturité, notamment par une voie parlementaire, sans que le président soit obligé de faire des shows là-dessus. Mais monsieur le Premier ministre, vous dites que le Parlement devrait s'en occuper. Dans votre parti même, vous n'êtes pas d'accord ? Monsieur Wauquiez ne dit pas du tout la même chose. Oui, mais parce que je ne suis pas pour le gouvernement des partis. Il y a un Parlement, il y a des députés, il y a des sénateurs. Qu'on mette les Français qui représentent le pays, qu'on les mette devant leurs responsabilités et qu'on discute. L'attitude de Laurent Wauquiez, donc, qui est aujourd'hui président par intérim des Républicains, qui fait circuler une pétition à ce propos, vous diriez, il est président de région lui aussi, vous diriez que lui aussi il a une attitude politicienne ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des crispations politiciennes permanentes. Je trouve que cette fin de quinquennat est assez terrible parce qu'on a des graves sujets. La situation internationale et nationale est d'une extrême gravité et que tout est l'objet d'utilisation politicienne. Et donc je trouve que c'est très dommage et c'est pour ça que parmi les propositions... la pétition, oui, je pense qu'aujourd'hui les sujets sont trop graves pour en faire de la manœuvre politique. Mais vous soutenez le plan du président si on s'abstrait de la Je pense qu'il faut démanteler Calais. D'accord. Je pense qu'il faut naturellement rediscuter avec l'Angleterre et je pense naturellement qu'il faut éviter la concentration des migrants en un seul lieu. Donc qu'il y ait une réflexion sur une répartition dans le territoire de manière maîtrisée ne me paraît pas quelque chose d'incongru. Il faut le faire démocratiquement, mais très franchement, si vous me permettez là une allusion politique, quand Alain Juppé dit qu'il ne sera pas candidat et qu'un quinquennat, ça doit être 5 ans de travail, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Qu'il ne sera pas candidat à un deuxième mandat. Un deuxième mandat. Qu'il sera candidat à un premier mandat. Je vous remercie de préciser. Je pensais à une élection, puis pas une réélection. Je pense qu'il faut faire 5 ans pour gouverner et pas 5 ans pour être élu. Gilles Bornstein. Concernant les fichiers S, François Baroin, futur Premier ministre de Nicolas Sarkozy, s'il est élu, il l'a redit ce matin sur RTL. Non, mais ça, c'est des pronostics. C'est un jeu. Là aussi, c'est un jeu. Donc, c'est pas plus sérieux que ça. Bien sûr que non. Nicolas Sarkozy, ce matin, a dit, si je suis élu président de la République, François Baroin sera mon Premier ministre. J'y crois beaucoup, a-t-il dit. C'est un jeu ? Oui, mais je pense que tout ça, c'est des opérations un peu de marketing, de répartition des rôles, tout ça. Il n'a pas la stature ? La gravité de la situation est telle que personne ne peut savoir quelle sera la situation du pays au mois de mai prochain. Donc, regardez l'économie, regardez ce qui se passe au Levant, regardez ce qui se passe en matière de terrorisme, regardez toutes les difficultés. Qui connaît la situation du pays ? Madame Le Pen est probablement aujourd'hui qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire au second tour. Donc ça veut dire qu'on va avoir un match peut-être Sarkozy-Le Pen ou Juppé-Le Pen. C'est la grande question d'ailleurs des primaires. Tout ceci, ça va créer des conditions qui font que les pronostics d'aujourd'hui sont incertains. Et Gilles Bornstein pose une question. Absolument. Il a déclaré ceci concernant les fichiers S. Je vous propose de l'écouter. On vous interroge après.
Qu'y a-t-il de choquant à imaginer qu'en expertisant des gens qui sont déjà signalés comme potentiellement dangereux, de voir s'ils peuvent passer à l'acte sous contrôle médical? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Interner les fichiers S après contrôle médical? Tout est dans le mot expertiser. Ça veut dire quoi expertiser? Parce que le fichier S, c'est quelqu'un qui est suspect. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement fautif. C'est quelqu'un qu'on a peut-être écouté au téléphone. C'est quelqu'un pour lequel on a des informations, des renseignements. Donc c'est quelqu'un sur lequel il y a une probabilité. Mais de là à l'enfermer sans qu'il y ait un passage à l'acte, sans qu'il y ait un délit ou un crime commis, tout ça me paraît très compliqué. Donc quand il dit expertiser, ça veut dire quoi expertiser? Judiciairement, médicalement. Donc c'est vrai qu'il faut mettre les gens dangereux à l'abri. Le problème du fichier S, c'est que c'est un suspect. Et ce qu'on veut quand on développe une politique de renseignement, ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de gens qui sont dans les filets pour essayer d'avoir des informations. Mais les gens qui sont dans les filets... Nicolas Sarkozy qui a dirigé l'État, il sait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il propose de l'internement? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une émotion populaire telle, il y a une peur telle que c'est de la démagogie. On essaie de trouver des débats sur lesquels on peut avoir une posture, on peut avoir une certaine forme de fermeté. Regardez Sauf le qu'on n'a pas la base juridique. Ça s'appelle de la démagogie. Pendant 15 jours, on a entendu parler du Burkini et tout ça. On voit bien qu'il y a des sujets, l'immigration, quand vous voyez qu'une dizaine de personnes sont connectées à la même carte vitale, vous dites là, il y a des vrais sujets à régler. Et c'est plus grave que les Burkini, par exemple. Donc, quelquefois, prendre les sujets périphériques, ça évite de traiter les sujets essentiels. Jean-Pierre Raffarin, cette discussion n'est pas finie. On se retrouve dans 90 secondes, l'info. À 8h40, c'est Victor Matet. François Hollande est arrivé à Calais, pas dans la jungle, mais le débat sur le sort des migrants reste tout de même au centre de ce déplacement. Nous devons démanteler complètement, définitivement le camp de Calais, vient de déclarer le chef de l'État. Une grève ce lundi, puis tous les soirs de la semaine, les praticiens hospitaliers veulent se faire entendre sur leurs conditions de travail, leurs horaires, la reconnaissance de leur profession. Les jeunes médecins sont en première ligne, explique sur France Info le président du syndicat Avenir Hospitalier. La préfecture de la Drôme assure que la situation est à nouveau sous contrôle à la prison de Valence. Une mutinerie hier soir parmi une quarantaine de détenus a fait 2 blessés parmi les surveillants. Les locaux ont été en partie saccagés. Il y a eu notamment des départs de feu. En Syrie, Alep se trouve toujours sous les bombes meurtrières du régime de Damas et des Russes. Moscou pointé du doigt à l'ONU où s'est tenue hier soir une réunion en urgence du Conseil de sécurité. Il faut arrêter ce massacre, dit le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. L'hommage de Tiger Woods à la légende du golf Arnold Palmer, décédé à l'âge de 87 ans. Palmer fut le premier golfeur à contribuer à la médiatisation de son sport dans les années 60. France Info. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Jean-Pierre Raffarin ce matin. Question Jean-Michel. Alain Juppé se plaint, le débat... C'est un peu ce que vous dites d'ailleurs depuis tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin au micro de France Info. Le débat ne vole pas très haut. Et comme il l'a dit publiquement, Nicolas Sarkozy a répondu publiquement à Alain Juppé. Nous l'écoutons. Je ne polémiquerai pas, ni avec Juppé, ni avec qui que ce soit. Dire les autres sont nuls, c'est classique, c'est ce que dit... c'est ce que dit tout le monde. Et ça ne fait pas avancer le débat. Je suis certain qu'Alain, avec les grandes qualités qui sont les siennes, va nous redresser ça à lui tout seul. Je lui fais confiance. Et s'il pense que c'est pas bien, surtout qu'il ne se gêne pas pour relever le débat. Voilà, qui ne se gêne pas pour relever le débat, il a dit ça sur BFM, Nicolas Sarkozy, samedi. C'est vrai que ça fait un peu géniard, peut-être, de la part d'Alain Juppé, non? Non, mais bon, ça c'est quand même... il faut bien qu'il dans les campagnes électorales, il y a un peu de malice. Bon, c'est vrai que les Gaulois, tous les jours, il y a quand même la crise de l'agriculture, il y a la crise du bâtiment, il y a les problèmes des PME qui s'effondrent, il y a quand même le Levant qui va pas bien, il y a la Tunisie aujourd'hui qui est au bord d'énormes difficultés. Quand on regarde tout autour de nous, il y a quand même d'autres sujets que simplement de savoir... notre place par rapport aux Gaulois. Donc, je pense que Alain Juppé voudrait qu'on parle vraiment des sujets qui concernent les Français et qui aujourd'hui sont très difficiles. Mais est-ce qu'il n'est pas lui-même en train de courir derrière les thèmes de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé? Non, je ne crois pas. Mais vous savez, c'est un sujet médiatique. Vous remarquez que les sons sur lesquels j'ai commenté, que vous m'avez proposés, ce n'est pas des sons de Juppé, ce sont des sons de Sarkozy. On n'a pas parlé de Gaulois. Donc, vous voyez, on est habitué, puisque systématiquement dans cette campagne, la médiatisation fait qu'on nous fait commenter le Sarkozy courant. Donc, moi, ça va, je suis bilingue, donc je n'ai pas de difficulté à commenter. Vous parlez de Sarkozy. Oui, mais
depuis très longtemps, donc je le connais. Donc ça ne me pose pas de problème. Mais ce que je vois bien, c'est que la gravité de la situation française est très inquiétante, que les choses vont en s'aggravant, que l'économie se détériore, que je ne vois pas de propositions fortes aujourd'hui sur des secteurs clés de l'emploi que sont l'agriculture ou le bâtiment, par exemple, que je vois des situations très difficiles sur l'avenir de notre nucléaire, je vois la situation d'Areva, je vois la situation d'EDF, je vois aussi des situations extraordinairement difficiles dans un grand nombre de secteurs industriels. Donc là, il y a des questions pour lesquelles il faut de la solidité face à la gravité. Et ce que je vois, quelquefois, ça manque de solidité. Nicolas Sarkozy manque de solidité dans le je pense qu'il faut que dans cette campagne électorale, on fasse en sorte dans cette campagne primaire, hein, là on parle de la campagne électorale à l'intérieur des Républicains. Oui. Non, pas forcément à l'intérieur des mais Républicains. Mais nous, on parle de ça. Oui, mais moi je parle de la droite et du centre. Non, mais vous savez... Oui, d'accord, aujourd'hui, si vous voulez. Il ne vous a pas échappé... Poisson, effectivement, il ne vous a pas échappé que le Parti socialiste était absent de nombreux seconds tours. Il ne vous a pas échappé que M. Hollande était attaqué sur sa droite par M. Macron et sur sa gauche par M. Montebourg. Il ne vous a donc pas échappé que la probabilité que M. Hollande soit absent du second tour, comme l'a été Lionel Jospin en 2002, est très forte. Dans ce cas-là, ça veut dire que mai se joue en novembre. C'est-à-dire que l'élection présidentielle sera en grande partie déterminée par la primaire. Ça veut dire que les primaires, c'est le premier tour. Il faut que ceux qui nous écoutent, s'ils ne veulent pas laisser la présidentielle se passer sans eux, tous ceux qui sont républicains, tous ceux qui sont attachés aux valeurs de l'alternance, doivent savoir que cette élection est libre, elle ne coûte que 2 € et que c'est sans doute là que se décideront les choses. Pour éclaircir votre propos, Jean-Pierre Raffarin, vous voulez dire que le futur président de la République sera désigné dans la primaire des Républicains? Je ne dis pas sera, je dis probablement. Mais est-ce que probablement. Nicolas Sarkozy ferait-il un bon président de la République? Je pense qu'il l'a déjà été. Et personnellement, je pense qu'il faut un nouveau regard, une nouvelle vision. Je pense que Alain Juppé, il est l'homme de la situation. Je pense que c'est son tour. C'est la première fois qu'il porte son expérience pour regarder la fonction présidentielle avec un œil neuf. Et je pense que c'est aujourd'hui l'homme de la situation. Donc, mon préféré, c'est Alain Juppé. Mais, comme l'a dit Alain Juppé, je suis pour un code de bonne conduite, c'est-à-dire que je respecterai celui qui sera arrivé, que je n'attaque pas les autres et que je fais en sorte que cette primaire, je l'espère, se passe en toute transparence et en égalité des candidats. Ce que vous venez de dire, c'est plus large que la charte du vote de la primaire, parce que normalement, il faut adhérer aux valeurs de la droite et du centre. Et vous dites tous les républicains. C'est vrai, vous voulez que les électeurs de gauche viennent voter Juppé? Vous savez, les électeurs de gauche, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Oui, enfin, ça fait quand même un peu du monde. Non, mais attendez. Il en reste même quelques centaines de milliers. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont en déshérence. Des électeurs qui étaient à gauche. Si on veut être précis, des électeurs qui étaient à gauche et qui sont aujourd'hui déçus. Donc, je pense que si on veut gagner, puisqu'on a perdu en 2012, si on veut gagner en 2017, il faut bien qu'il y ait des électeurs de M. Hollande qui votent pour nous cette fois-ci. Et dès la primaire. Donc vous dites clairement, pour éviter Sarkozy, vous dites aux électeurs de gauche, pour éviter Sarkozy, allez voter Juppé. C'est vous qui parlez de gauche. Moi, je parle de tous ceux qui aujourd'hui sont républicains et sont favorables à l'alternance. Oui. Il y a ceux qui sont favorables à l'alternance. Tous ceux qui sont favorables à une alternance républicaine. Vous ne refusez pas les voix de gauche pour Juppé. Mais je dis que ce sont des gens qui sont désespérés. Regardez le score que fait le Parti socialiste. Le Parti socialiste, il a été absent. C'est ça, donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de voter à gauche. Venez voter Juppé direct. Il y a des électeurs déçus. Il y a aujourd'hui des électeurs sans parti. Et je crois qu'aujourd'hui, la majorité des électeurs sont sans parti. Je dis qu'à tous ceux qui sont pour une alternance républicaine, qui ne se sentent pas engagés dans un parti, doivent se sentir libres parce qu'il peut arriver que les choses soient décidées en novembre et qu'à ce moment-là, ils ne seraient pas des acteurs de la présidentielle. Et s'ils veulent être des acteurs de la présidentielle, cette fois-ci, c'est une présidentielle à 4 tours. Et donc, il faut mieux jouer l'affaire dès le premier tour. Emmanuel Macron, que vous avez cité, Jean-Pierre Raffarin, parle des partis politiques de la manière suivante. Les partis politiques, c'est des amicales de boulistes, mais sans boule et sans amitié. Et quand on voit fonctionner les partis, on se dit c'est pas mal vu finalement. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, il a un jugement assez pertinent, le jeune garçon. Oui, il connaît quand même. On peut quand même être jeune et avoir de la justesse. Il voit comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'amitié, il y en a quand même, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est vrai que quand vous regardez le nombre d'adhérents, quand vous regardez aujourd'hui l'état du Parti socialiste, qui est le parti du président, le parti qui nous gouverne, son nombre d'adhérents est très faible. Et ses électeurs, aujourd'hui, sont en déshérence. C'est pour ça que je ne parle pas d'électeurs de
gauche, je parle d'électeurs qui sont disponibles pour le redressement de la France et l'alternance républicaine. On a quelquefois l'impression, alors peut-être que vous allez dire que c'est une construction médiatique, mais une assise populaire existe peut-être et qu'Emmanuel Macron ringardise un peu tout le monde. C'est un sentiment que vous partagez parfois, Jean-Pierre Raffarin ? Non, pas vraiment. Je trouve que naturellement, le nouveau, le neuf, c'est très intéressant dans la vie politique. Mais si vous Parce voulez, que lui, c'est neuf. rare, Hein. mais... Vous disiez Alain Juppé un regard neuf, c'est moins neuf qu'Emmanuel Macron, Alain Juppé. Sur la fonction présidentielle, Oui. je pense qu'Alain Juppé met son expérience pour porter un regard nouveau. Je ne pense pas que le regard de Nicolas Sarkozy sur la fonction présidentielle soit nouveau. Il est marqué par son expérience de président. Alain Juppé, il a été maire, il est enraciné dans le pays. Il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères. Voilà. Donc il a une expérience. Oui, Mais il une porte un usure regard peut-être aussi, neuf. voilà, c'est ce qu'on voulait dire. C'est la première fois qu'il est candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron, c'est Et vous savez, le 9-9. général de Gaulle disait, c'est l'homme en charge de l'essentiel. Donc Ouais. c'est la première fois qu'Alain Juppé porte le regard de son expérience sur une fonction. Et c'est une fonction pour lui nouvelle. Emmanuel Macron, c'est tout neuf. Alors, je pense qu'Emmanuel Macron, il a des capacités évidentes. Je ne vois pas très bien comment il peut rentrer dans ce jeu-là. Évidemment, il a un avenir après. Ça, c'est clair. Après 2017. Après 2017, peut-être dans les gouvernements, peut-être je ne sais où, il a sans doute un avenir. Mais là, je ne le vois pas. S'il est Soit candidat. faire chuter Hollande. S'il est candidat. C'est-à-dire, s'il ne participe pas à la primaire, il va après apparaître comme quelqu'un qui crée le désordre. Ouais, Donc, bon. ou il participe à la primaire. Enfin, Non, il ne participera pas à la difficile. primaire s'il est candidat directement. Il peut être candidat directement, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il fera comme Madame Taubira, c'est-à-dire qu'il mettra le candidat de gauche à Il l'exclusion du prendra deuxième peut-être des tour. voix à droite. Et à ce moment-là, Les sondeurs disent qu'il prendra des voix à droite. peut-être qu'il prendra des voix à droite, mais il empêchera le candidat de gauche d'être au second tour. Ce qui veut dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est que Madame Le Pen est probablement qualifiée. Regardez, dans le passé, en 2002, on était qualifié autour de 20. Là, on va être qualifié autour de 25-30. oui. Madame Le Pen, elle est certainement qualifiée. Et donc, le grand sujet d'aujourd'hui, quel est le meilleur adversaire pour battre Vous l'avez déjà dit. assurément, mais c'est parce que c'est important que je le répète. on l'a bien compris. Vous avez compris, donc c'est que On a Juppé qui compris. était le meilleur. Bah si, vous avez compris. On a compris ce que vous dites. Donc, ça doit Et être vous bon. n'avez pas fini de le dire. Allez, Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup. Dans un instant, nous partons à Alep aux États-Unis et on ira par les voies sur berge. Il est 8h50. Voici Victor Matet. Et c'est l'événement de la nuit prochaine aux États-Unis. 1h30 de débat télé entre Donald Trump et Hillary Clinton. Les deux candidats au coude à coude dans les sondages à 1 mois et demi de la présidentielle. Au cours de ce débat, il sera forcément question de la Syrie. Les États-Unis et la France, notamment, font pression sur la Russie pour mettre fin à la barbarie. Nouvelle réunion hier soir à l'ONU. La ville d'Alep qui vit sous les bombardements les plus intenses qu'elle ait jamais connus d'après les humanitaires. Le déplacement de François Hollande à Calais, le chef de l'État est arrivé il y a une demi-heure, visite sur le thème des migrants. Le camp où vivent des milliers de personnes doit être démantelé et complètement, définitivement fermé, réaffirme le président de la République. François Hollande demande aussi aux Britanniques de prendre leur part. La moitié de la ville de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, 40 000 habitants plongés dans le noir hier soir, des lignes électriques coupées pour permettre l'évacuation de 2 adolescents, de jeunes qui se sont hissés sur un pylône électrique à 10 mètres de hauteur. L'un d'eux souffre de brûlures conséquentes. En football, Marseille espère maintenant dépasser le numéro de son département au classement. L'OM 13e ce matin après sa victoire contre Nantes 2-1. Deuxième succès de la saison grâce à un but en fin de match de Bafé Gomis. France Info. Et la suite de l'émission politique avec Jean-Pierre Raffarin ce matin. Monsieur Raffarin, Jean-Marc Ayrault était l'invité de France Info hier. Alep est sous les bombes, comme vous le savez. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier. On a envie de dire pour pas grand-chose. Voici ce que disait le ministre des Affaires étrangères. Écoutez-le. Il faut arrêter ce massacre. Bachar el-Assad veut faire tomber Alep, qu'il assiège depuis des mois. Les Russes et les Iraniens prêtent leur concours au régime de Bachar el-Assad. Si rien n'est fait, ces deux pays prendront la responsabilité de complicité de crimes de guerre. Que dites-vous au président russe ? Je dis, on vous tend la main pour négocier et mettre en œuvre le plus vite possible un cessez-le-feu. Arrêtez de massacrer Alep, arrêtez aussi de fermer les yeux. Voilà, Jean-Marc Ayrault hier sur France Info avec Catherine Potier. Les Russes sont en partie responsables, sont pleinement responsables, monsieur Raffarin ? Bien sûr, mais les Américains ont une responsabilité très lourde dans cette affaire. Les Russes ne font pas ça sans qu'il y ait eu des discussions.
Les Américains avaient une position très engagée au début. Ils avaient même envisagé de nous engager. On était prêts à s'engager avec eux. Puis ils se sont retirés. Puis ils interviennent occasionnellement. Où est l'Amérique dans cette affaire? C'est curieux que vous parliez de l'Amérique alors que c'est quand même là, visiblement la Russie. C'est parce qu'on était dans une coalition avec les Américains que ça se termine par une coalition avec les Russes. Qui est une responsabilité des Américains, peut-être, mais l'attitude des Russes là, vous refusez de la commenter? mais bien sûr que si. Mais ce que je commente, c'est qu'on laisse les Russes aujourd'hui. On a condamné les positions des Russes. On nous disait que pendant un temps, c'était le ni Bachar, ni Daesh, mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a eu un choix qui a été fait, et c'est le choix russe. C'est-à-dire qu'on combat Daesh sans doute, mais qu'on laisse Bachar. Donc on a, nous, fait une inflexion forte de notre politique. Et où sont les Américains qui ont été ceux qui nous engagent? On a une position dans ce conflit qui est une position globalement assez marginale. Nos frappes sont certes importantes, mais elles sont globalement marginales. Aujourd'hui, cette coalition, on voit bien que les Russes jouent un rôle majeur. Moi, je pose vraiment la question... C'est l'attitude des Russes qui pose le problème. C'est l'attitude des Russes, leur irrespect de... Parfois, ils font à Alep ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, c'est-à-dire ils bombardent, ou ils laissent bombarder, ou ils encouragent à bombarder. Et Jean-Marc Ayrault le dit bien, on n'est pas loin de la définition de crime contre l'humanité. Ce que dit Jean-Marc Ayrault est juste, mais ce sont des mots. Comment est-ce qu'on fait évoluer les Russes? Comment est-ce qu'on peut faire bouger? On n'a pas de dialogue avec eux. Et il n'y a pas, là, c'est pas la France aujourd'hui, dans sa politique étrangère, qui peut faire évoluer les Russes. Donc, dans cette coalition, quels sont les alliés de la France? Quelle est la stratégie de la France? Nous sommes dans une situation aujourd'hui où finalement, il y a une sorte de piège où on apparaît vis-à-vis du monde en général, comme étant des gens qui sont dans une stratégie... Et vous pensez que les Américains n'ont pas essayé, là? Que les Américains n'essayent pas? Je pense qu'il y a, semble-t-il, un retour, puisqu'ils ont demandé la convocation du Conseil de sécurité. Je pense qu'ils sont revenus dans une sorte de conscience de la gravité du fait que le comportement des Russes est inacceptable. Il est inacceptable, il faut le répéter, mais... Comment, en politique étrangère, on fait évoluer les choses? Ce sont par les rapports de force. Et aujourd'hui, où sont les rapports de force? Moi, je crains que la France, aujourd'hui, nous soyons dans une situation marginale qui nous fait peser dans des situations de responsabilité. On a des conflits pour nous sur lesquels on est plus exposé qu'au Levant. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Libye, on est plus exposé qu'au Levant. Et ce qui se passe sur cette jeune démocratie tunisienne qui, à un moment ou un autre, peut basculer. Si elle bascule, c'est l'Europe qui bascule. Vous êtes très inquiet sur la Tunisie. Mais je suis très inquiet sur la rive méditerranéenne, qui est notre espace numéro un. Je pense que la politique étrangère, c'est d'abord les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, aujourd'hui, sont dans la stabilisation notamment du Maghreb. Quand vous regardez ce que coûtent les choses, quand on voit que, par exemple, la Tunisie a besoin d'argent pour le développement, il y a un moment où je me dis, qu'est-ce qui est le mieux? De mettre de l'argent dans des bombes ou de mettre de l'argent dans le développement? Et aujourd'hui, je pense que la Tunisie, peut-être l'Algérie, ils ont besoin qu'on les aide en matière de développement. Parce que c'est par le développement qu'on fera la paix. Et la paix, elle est menacée à notre frontière méditerranéenne. On continue sur la politique étrangère, la diplomatie. Le Dalai Lama était récemment à Paris. On connaît votre proximité personnelle avec la Chine. On a l'impression qu'il n'y a jamais plus personne qui veut recevoir le Dalai Lama, aucun officiel, ni d'un côté ni de l'autre. Comment vous expliquez ça? C'est vraiment parce qu'on ne veut pas se fâcher avec la Chine? Je pense, disons que d'une manière générale, ceux qui ont organisé dans le passé des réceptions avec le Dalai Lama, je pense à la mairie de Paris, tout ça, ont choisi, parce qu'ils sont les alliés du pouvoir actuel, ont choisi la discrétion. Donc, c'est un peu triste. Le Dalai Lama avait été nommé, je crois, citoyen d'honneur de la ville de Paris. Donc, on n'a pas entendu la ville de Paris dans ce sujet. Donc, je pense qu'il y a une sorte de réelle politique. Il n'y a pas que Paris. On n'a entendu personne. Non, mais il y a un consensus là-dessus. Il y avait Nantes, il y avait quelques villes qui étaient très... Bon, mais c'est vrai que le maire de Nantes de l'époque est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc, il est obligé de faire de la réelle politique. Donc, vous savez, c'est assez extraordinaire. Quand la gauche est au pouvoir, il y a un certain nombre de sujets qui sont un peu différents. Par exemple, le Tibet. Quand la gauche est au pouvoir, la contestation tibétaine est assez faible en France. Quand la gauche est au pouvoir, les ventes d'armes sont des performances économiques. C'est vrai, c'est très bien, je suis pour les ventes d'armes. Mais quand vous voyez que l'Australie achète des sous-marins, vous vous dites quand même que la situation internationale est quand même assez trouble et que s'ils achètent des sous-marins, c'est qu'ils sont quand même très inquiets. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, aujourd'hui, la gauche change le débat. Le sujet est plus léger, mais il n'est pas forcément moins important pour nos vies quotidiennes. Le Conseil de Paris va sûrement aujourd'hui voter l'interdiction des voitures sur les voies sur berge. C'est une décision qui est quelquefois présentée comme moderne. Comment vous la qualifieriez, Jean-Pierre Raffarin?
Écoutez, je pense que c'est une innovation qu'il faut essayer de tester. Je pense qu'il faut être très... Il y a des choses qui sont intéressantes pour rendre la vie plus humaine, mais je pense que la voiture est aussi, pour tous ceux qui ont des conditions de vie assez modestes... Mais une ville sans voiture, on peut l'imaginer ? Je pense que peut-être que ça viendra un jour, en tout cas des voitures qui seront autopilotées, donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Donc moi je ne suis pas contre les innovations, mais je pense qu'il faudrait les tester et puis essayer d'éviter de faire des choses de manière définitive. Peut-être qu'on peut se tromper, donc un peu de prudence, un peu de précaution, un peu de sagesse partout. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, à très vite.